Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mediapart Live, l'émission hebdomadaire de Mediapart. Vous pouvez nous regarder en direct sur notre site, mais aussi sur YouTube et Facebook en accès libre. Ce soir, nous allons nous consacrer à un thème plein d'espoir, un thème qui nous réconcilie avec l'avenir en ces temps troublés, les alternatives. Loin des appareils politiques, du catastrophisme ambiant, des femmes et des hommes s'activent chaque jour pour mettre en pratique leur vision d'une autre économie, d'une autre société. Ils créent, ils inventent, ils sèment des graines pour sortir de l'ornière. Agriculture paysanne, circuits courts, coopératives de production, habitat partagé, banque solidaire, leurs expériences sont ancrées dans l'écologie, l'économie sociale et solidaire, le mouvement des villes en transition ou encore la critique de l'État. Mais est-ce ainsi que l'on change le monde ? L'effervescence des alternatives peut-elle entraîner un changement social structurel ? On en débat ce soir avec nos invités. À mes côtés, pour animer cette soirée, Jade Lingard. Bonsoir Jade. Bonsoir. Nous allons commencer par un petit tour de France à la découverte de 3 alternatives, 3 expériences emblématiques du champ des possibles qui s'ouvrent à nous. Mais avant, un petit rappel, parce que Mediapart est aussi une alternative. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre journal indépendant, c'est le moment de profiter de notre offre, 1 € les 15 jours. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à Mediapart. Catherine Gomy, bonsoir. Vous êtes directrice du réseau Envie. Le réseau Envie est un acteur reconnu de l'économie sociale et solidaire. Depuis 30 ans, vous rénovez des appareils électroménagers, vous les revendez à bas prix et vous remettez des personnes en situation d'emploi, de travail. À ce jour, vous employez 2500 salariés, donc une structure importante. À vos côtés, Océane Héroux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'association Déchets d'Art, qui travaille au réemploi artistique du déchet. Et vous intervenez en particulier, mais pas exclusivement, dans les quartiers populaires de villes de banlieue parisienne. Notamment. On va en parler. Et Michel Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président d'Énergie Partagée, une association, mais aussi le premier fonds français dédié aux projets écologiques et citoyens, et notamment une plateforme de financement citoyen et participatif d'énergie renouvelable. Donc on voit, Rachida, 3 exemples, 3 sujets a priori distincts les uns des autres, 3 géographies, 3 anciennetés aussi de projets. Et on aimerait commencer avec vous, Catherine Gomy de Envie. 2500 salariés, c'est une grosse structure. Qu'est-ce qui vous distingue d'une entreprise classique dans votre manière de fonctionner ? Alors, le réseau, effectivement, vous l'avez décrit, c'est plus de 30 ans d'ancienneté, 50 entreprises donc réparties sur toute la France. Et ce qui différencie, c'est la finalité, je dirais, de l'entreprise, puisqu'en fait, les entreprises ont été créées avec comme finalité de créer les conditions de retour à l'emploi d'exclus de longue date. Donc, c'est la finalité de l'entreprise qui fait sa différence, sachant que la façon dont les fondateurs du concept en fait, ont fonctionné, c'est de dire, voilà, pour créer les meilleures conditions de retour à l'emploi, il faut absolument mettre les salariés actuels dans les conditions qui vont leur permettre de rebondir et de revenir dans des codes classiques d'entreprise. Donc c'était le deuxième élément, le deuxième pilier, après cette finalité, c'était le comment, c'était en mettant les personnes dans les situations classiques de travail, mais tout en les accompagnant évidemment dans ce projet et dans ce changement. Et le troisième, c'est qu'est-ce qui va faire tourner la machine. Et là, en fait, c'était de l'innovation. Parce que ça, c'est aussi une différence, mais c'est l'innovation sur la partie qui ne s'appelait pas encore économie circulaire, mais c'est de dire, voilà, on a des déchets très visibles, les machines à laver, les frigos. Ces produits sont réparables. Actuellement, on est dans une société où on remplace, on jette, alors qu'ils ont un potentiel de réparation. Et donc c'est vraiment l'invention d'un concept très innovant, précurseur de ce qu'on appelle maintenant, et on comprend, économie sociale et solidaire, et l'économie circulaire. Donc concrètement, ce que ça veut dire sur le premier métier, qui est le métier qu'on appelle réemploi ou allongement de la durée de vie du produit, c'est très, très schématiquement de 4 à 5 machines qui seraient des déchets. On en produit une qui a une deuxième vie, en fait,
et qui crée de l'emploi pour une personne. C'est-à-dire qu'un salarié va pouvoir produire sur une journée 1 à 2 machines. Donc c'est de la reproduction, entre guillemets, donc on crée de la production locale. La machine sert à refabriquer une autre Voilà, machine. c'est ça. Les 5 machines, on va dire des 4 ou 5 machines suivant leur état, on va récupérer ce qui est récupérable. Donc ça, c'est un vrai savoir-faire professionnel et on va en faire une. On va en refaire la même, entre guillemets, sauf que c'est à chaque fois un objet unique. Donc on est sur un métier d'artisan, en fait, hein, et un métier qui est aussi très, par rapport à la finalité de l'entreprise, qui est très concret et sur lequel, en fait, on voit tout de suite son utilité. Donc c'est aussi important, puisque c'est aussi un des freins de retour à l'emploi, en fait, c'est de dire à quoi je suis utile, en fait. Et là, j'ai produit. Et le 4e élément, c'est que ces produits sont vendus. Donc il y a des magasins en vie, c'est des petites structures, mais ce sont des vrais magasins. Donc on a des vendeurs et on a des gammes complètes. Hein, et c'est de pouvoir proposer ces offres à moitié prix d'un matériel neuf. Et c'était aussi quelque chose, et c'est toujours quelque chose d'innovant et de différenciant, avec une garantie. Donc on est des pros de la garantie de l'occasion. En fait, hein. Donc c'est aussi des marchés qui évoluent en ce moment, mais c'est vraiment quelque chose qui est important, parce que ce n'est pas parce que j'achète un produit à moitié prix, parce que j'ai éventuellement un budget limité, que je ne dois pas avoir la même fonction. Mon lave-linge, il doit laver. Enfin, ce n'est pas une loterie. Voilà. Des magasins d'ailleurs classiques, n'importe quel magasin, ou des magasins ciblés Non, c'est des magasins classiques. Alors évidemment, on n'a pas la couverture qui nous permet d'être dans les centres-villes, mais pour nous, c'est un enjeu, c'est que c'est un magasin des codes de vente classiques, puisqu'en fait, un consommateur que nous sommes tous, quand il va acheter une machine à laver ou un frigo, il a un besoin, il a une fonction. Et il faut que ce soit simple. Donc c'est pour ça aussi qu'on développe des services additionnels, qu'on apporte des éléments. Et donc un des éléments qu'on a apporté sur ce premier métier, c'était de développer une offre de réparation. Donc réparation hors des produits qu'on vend. Sachant que c'est quand même un marché, un secteur qui en 10 ans a perdu 50% de ses emplois. Alors qu'il y a un vrai besoin, que ce soit un besoin individuel, c'est pourquoi jeter alors que je pourrais réparer, mais un gros défi qui est le coût. En fait, hein, le service, effectivement, la rapidité, mais c'est aussi le coût. Et ça, c'est aussi une autre activité qu'on développe, et qui est dans nos savoir-faire de base, c'est d'utiliser des pièces détachées de réemploi. Donc, puisqu'on a accès à des pièces détachées sur lesquelles on sait qu'elles sont fiables, on peut réparer à moindre coût. Typiquement, un exemple, une carte numérique qui vaut 100 €, on peut, parce qu'on a savoir-faire, changer un composant à 2 €. Voilà, ça diminue. Le temps de travail, il est le même, le salaire, il est le même, mais on a diminué, donc on a allongé la durée de vie du produit, on a rendu un service et on a créé de l'emploi local. Et celui-là, il n'est pas délocalisable, en fait. Hein. Pas délocalisable, donc on voit un gros travail sur l'emploi. Michel Leclerc, donc vous, c'est Énergie Partagée. Et Énergie Partagée a créé une plateforme, un outil d'investissement citoyen, participatif, spécialisé dans les énergies renouvelables. À quel besoin avez-vous voulu répondre quand vous avez créé avec d'autres Énergie Partagée ? Le besoin de départ, c'était trouver des outils permettant de faire sortir des projets d'énergie renouvelable locaux portés par des citoyens et des collectivités en mobilisant des sommes qui peuvent être importantes. Parce que selon les projets, des projets même solaires d'un peu grande taille ou éoliens, on doit arriver à mobiliser en fonds propres 1, 2, 3 millions d'euros. Donc, ce n'est pas forcément facile d'arriver à mobiliser ça dans un temps court. Donc, le mouvement Énergie Partagée qui associe une association et un outil d'investissement travaille de concert pour, avec l'association, accompagner les porteurs de projets pour leur donner une aide méthodologique, pour leur faire partager des expériences, pour leur donner des formations. Et quand leurs projets montent et sont arrivés au stade du financement, ce qui peut être assez long, toute cette période de développement d'un projet d'énergie renouvelable, ça peut prendre des années, voire 10 ans pour certains, mais tout ce temps peut être accompagné. Et ensuite, au moment du financement, il faut arriver à décaisser les fonds propres très rapidement. Et là se pose la question, comment mobiliser rapidement sur un territoire des sommes, un investissement où il peut y avoir un risque, mais très rapidement pour que le projet puisse se construire. Donc l'énergie partagée investissement est là pour à la fois servir de tampon, permettre
de boucler ses fonds propres rapidement, et puis de collecter au-delà du réseau local, voire sur l'ensemble de la France, tout en privilégiant la communication avec les acteurs locaux qui savent le mieux parler de leurs projets. Donc c'est très local, chaque projet est développé en propre, que ce soit un parc éolien, que ce soit une installation photovoltaïque, de la méthanisation, de l'hydraulique. On a actuellement plus de 30 projets financés et on couvre toutes les énergies, quoi. Et vous avez levé depuis le départ un peu plus de 12 millions d'euros. Voilà. C'est ça? Donc les premiers appels à financement, c'était 2011. Et depuis, régulièrement, il y a de l'argent qui arrive, heureusement grâce à tous nos investisseurs. Et on en a besoin encore beaucoup parce qu'il y a beaucoup de projets dans les tuyaux. Actuellement en France, il y a peut-être donc il y a 31 projets financés, mais il y en a au moins une centaine dans les tuyaux. Donc il nous faut des fonds. De projets de production d'énergie renouvelable. Des outils de production d'énergie renouvelable. Et vraiment, l'idée, vraiment, c'est de faire que cette énergie renouvelable qui est locale, qui n'est pas délocalisable, puisse être maîtrisée par les habitants du territoire. Notamment, il y a certaines énergies qui impactent les paysages, qui transforment les paysages locaux. Là, vous parlez des éoliennes, par exemple. Par exemple, qui peuvent créer des oppositions. Si ces projets sont portés par des acteurs du territoire, les oppositions ont beaucoup plus de mal à se coordonner, à être agressives. Ça participe à l'acceptation sociale. Ça participe à l'acceptation sociale. Puis surtout, ça donne toute une dynamique locale parce qu'on fait se regrouper ensemble, travailler ensemble des acteurs très différents, que ce soit des citoyens, des gens un peu plus techniciens, des collectivités qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Donc tous ces gens sont obligés de monter en compétences, d'où les besoins de formation, d'arriver à travailler ensemble sur du long terme, de mettre de l'argent ensemble, ce qui n'est pas évident, dans une démarche entrepreneuriale, mais par des gens qui au départ ne sont pas entrepreneurs. Donc c'est tout un changement où les gens finalement reprennent leur avenir énergétique en main et le contrôlent, l'orientent de telle façon que ça corresponde bien à un territoire donné. Et si vous décrivez bien l'intérêt démocratique finalement de cette dimension participative, citoyenne, aussi d'éducation finalement c'est très important. Des porteurs de projets dans la conduite de ce type d'initiative. Mais si je comprends bien, dans le besoin que vous avez eu à vous tous de créer cet outil de financement, il y avait aussi le constat d'un échec, enfin en tout cas d'une difficulté d'accès au crédit bancaire classique. C'est pas tout à fait. C'était surtout le fait que pour mobiliser des sommes d'argent importantes, dès qu'on associe plus de 100, à l'époque, maintenant 150 personnes dans un projet, il faut avoir un visa de l'autorité des marchés financiers pour pouvoir communiquer aux gens de façon un peu transparente. Alors ce visa permet à la fois de sécuriser les investisseurs, parce que ça prouve que les projets sont solides, mais aussi c'est extrêmement lourd. Ce qui fait qu'un projet dans un territoire ne pouvait pas mobiliser et obtenir ce visa. Donc l'idée, ça a été de mutualiser ce service au niveau de la France, de telle sorte que l'ensemble des projets qu'on définit comme citoyens, donc en référence à une charte qu'on a créée, définissant l'intérêt de ces projets, le côté démocratique, le côté non spéculatif, l'intérêt écologique de ces projets, de telle sorte que seuls ces projets-là sont accompagnés par cet outil d'investissement et les gens qui investissent savent au moins où va leur argent, au lieu que ça parte pour financer des choses contre lesquelles ils s'opposent. Là, ils savent à quoi ça sert, ils peuvent aller voir les projets qui sont debout, ils peuvent rencontrer les porteurs de projets. Et donc, il y a un lien direct, un circuit court entre l'épargne des gens et ce que ça permet de construire. Donc, il faut une rentabilité pour que les investisseurs soient incités à investir, mais simplement, ce n'est pas une rentabilité... c'est pas une rentabilité spéculative, comme vous disiez. Et puis, c'est sur du long terme. C'est-à-dire que quelqu'un qui met de l'argent, qui veut le récupérer 6 mois après, il ne va pas avoir de rentabilité. Donc, ce qu'on annonce, c'est plutôt autour de 8-10 ans, où là, les gens peuvent espérer 2 à 4% en moyenne sur les 10 ans. Ce qui est, par rapport à des plans épargne, très intéressant, mais ce n'est pas aussi souple, c'est du long terme. En tout cas, c'est vraiment se réapproprier à la fois l'économie,
les questions énergétiques qui sont fondamentales pour le 21e siècle. Si on ne change pas nos modèles économiques, on est dans le mur et on y va assez vite. Alors, Océane Héroux, qui est à vos côtés, alors c'est encore un autre univers. Là, c'est plus c'est la récupération, enfin le travail à partir de déchets. Donc là, on n'est pas si loin d'Envie, mais à une toute autre échelle, qui est beaucoup l'échelle de la ville, puisque c'est, vos activités, beaucoup des ateliers de création artistique à partir de déchets, mais vous liez ça avec un travail de reprise en main de la rue, et même parfois de travail esthétique sur les rues des quartiers dans lesquels vous intervenez. En quoi est-ce que vous différez finalement des intervenants de politique sociale qu'on voit souvent dans ces quartiers, que parfois on dit sensibles? Ouais. Déjà, très rapidement, avant de représenter Déchets d'Art, c'est vrai que du coup, on n'est pas des intervenants, ça nous différencie déjà beaucoup, on n'est pas des intervenants sociaux. Ouais. Et donc, du coup, forcément, on intervient, nous, vraiment au travers de la création artistique, même si ce support-là permet d'aborder plein d'autres questions. Du coup, en ça, vraiment, c'est une différence, parce que du coup, les autres thématiques que ça va toucher, ça se fait plutôt de manière spontanée, symbolique. Et voilà, mais elles sont là, on voit que ça touche à toutes ces questions. Et donc, effectivement, donc nous, l'association Déchets d'Art utilise donc la création artistique, le savoir-faire créatif d'artistes, pour sensibiliser au tri, au réemploi, ou à la prévention des déchets. Notamment, ça c'est le noyau dur de départ, se dire que on va partir de la création artistique pour essayer d'induire des comportements plus éco-citoyens sur ces thématiques. Et donc effectivement, on va mener des ateliers d'upcycling, faire des fleurs à partir de bouteilles en plastique ou d'autres créations assez simples d'accès, mais qui nécessitent quand même un savoir-faire, une manipulation d'outils. Par exemple, là, on est avec des décapeurs thermiques. Un décapeur thermique, voilà, pour expliquer, un gros sèche-cheveux, mais qui chauffe beaucoup plus. Qui sèche très fort. Qui sèche très, très fort. Donc oui, il y a une dangerosité des outils, mais du coup, c'est notre parti pris aussi. On s'installe en pied d'immeuble ou au cœur de bureaux, d'entreprises également. Et on propose à chacun de venir créer sa fleur accompagnée par une artiste. Et voilà. Et donc, du coup, même des enfants sont amenés à manipuler ces outils, à faire eux-mêmes leur création pour l'emmener. On amène aussi toujours des créations plus visibles, pour intriguer, interpeller. Et avec cette idée que l'art, en fait, peut faire passer les messages différemment. Et qu'au travers de la création, on peut changer de regard, donc là, sur les matériaux, en l'occurrence, et puis après, pour aborder d'autres thématiques, ça peut être un changement de regard, parce que ce médium est aussi très symbolique de déchets, de faire quelque chose à partir de quelque chose qui est jeté, délaissé. On aborde vraiment une symbolique assez sensible, et donc du coup, ça peut permettre un travail aussi sur l'estime de soi, sur le regard qu'on porte sur son quartier, le regard, Après, il y a tout un ensemble de thématiques qu'on peut aborder de manière un peu parallèle, mais assez spontanée en fait. Les choses se font de manière spontanée. Dites-vous, il y a un projet par exemple en ce moment sur lequel je crois que vous travaillez qui s'appelle les Street Mamies. Oui, vous pouvez nous décrire un peu de quoi il s'agit? Oui. Alors du coup, c'est un projet qui est porté par une des deux cofondatrices de l'association, Anne-Dominique Gatté, qui est plasticienne. Donc elle vraiment. On parle de déchets, mais en fait, elle n'a jamais parlé de déchets. C'est des matériaux qui l'inspirent. Elle voit dans les choses qui l'entourent toujours une histoire, une matière, quelque chose à travailler, à transmettre. Et donc, elle porte ce projet. Donc, on a débuté en octobre dernier. C'est d'inviter donc des mamies, en réalité, de différents âges, et ça pourrait même être des hommes en fait, il n'y a pas de frontières dans le terme mamie. C'est très inclusif. C'est très large. À réaliser des créations street art et récup, et collectives du coup. Donc par exemple, là ça a commencé en octobre pour ce qui est de Saint-Denis. Il y a un autre groupe à Sevran qui maîtrise déjà les techniques avec lesquelles on a déjà travaillé. Mais à Saint-Denis, donc là, elle découvre notamment les techniques de crochet, de sacs plastiques et de laine mélangée. Donc chacun s'approprie ces techniques et commence à avoir une petite production, à être à l'aise.
Et je pense qu'au printemps, on va pouvoir commencer à aller habiller quelques arbres, quelques bancs, quelques grilles, voilà, histoire de mettre un peu de poésie. Il y a ce côté comme ça aussi où on a envie de s'amuser, de ramener un peu de poésie, de couleur aussi dans l'espace public, de permettre de se l'approprier. Voilà, consistante. Et puis justement, sur les personnes âgées et les femmes, il y a une thématique particulière autour de l'espace public. Voilà, on touche à différentes choses sur... donner accès aussi voilà, donner accès, donner de la visibilité aussi, et de manière peut-être un peu rigolote, humoristique, décalée. Voilà, moi j'ai vraiment hâte d'aller faire les premières installations dans le quartier de la Plaine Saint-Denis. Voilà, ou dans les rues avec le groupe des Street Mamies, de voir ça. Et de la même manière, d'être dans son espace et de voir les interactions peut-être qu'il peut y avoir avec d'autres générations et comment ça peut rétablir un dialogue, changer le regard entre les personnes aussi. Parce que voilà. Alors peut-être, on a très peu de temps, mais une dernière question, c'est est-ce que vous rencontrez des freins ou des limites à votre développement les uns les autres sur l'alternative que vous portez et pour quelles raisons? Alors, nous, on a plusieurs freins. Oui, on a plusieurs freins. Le premier, c'est quand même les postes, puisque nous, on est donc des entreprises d'insertion et c'est des contrats qui sont des contrats définis et donnés par l'État. Donc, en fait, on a un potentiel d'emploi qui est limité par ce nombre de contrats. Donc, il représente, en fait, le nombre de contrats globalement, enfin, de ce type-là, il est de 60 000 sur une année, rapporté au nombre de chômeurs actuels. Voilà. Donc, alors qu'on est dans des conditions où on n'est pas sur de l'aide, on est vraiment sur de l'accompagnement au retour à l'emploi. Donc, c'est déjà ce premier élément. Le deuxième, c'est les gisements de déchets, en fait, puisque la majorité des déchets partent dans les filières industrielles. Alors, on est aussi, nous, un acteur des déchets industriels, mais si les gisements sur lesquels on travaille, nous, ça représente 1% en tonnes de toute la filière en France. Et en France, on fait partie... la France est un des pays les plus innovants sur ce sujet, d'ailleurs, que ce soit sur ce sujet déchets comme sur le sujet économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est un deuxième frein. Puis après, le troisième, c'est le foncier, mais ça, je pense que c'est la capacité, et puis effectivement, la capacité à être vu, à être dans le même univers. Par contre, on a beaucoup de leviers aussi, et ce qui est important, c'est de dire qu'il faut ouvrir nos univers, et nous, on travaille beaucoup avec les entreprises, premièrement parce que ce sont les futurs employeurs de nos salariés et qu'effectivement, on a aussi des collaborations à inventer. Donc je pense que ce qui est important, c'est de rester ouvert, rester en approche d'innovation. Voilà, c'est ça qui est le message. Michel? Pour nous, il y aurait plusieurs éléments. Il y aurait d'une part le fait que se lancer dans des aventures comme ça, ça nécessite de comprendre beaucoup de choses différentes, tant au niveau technique que méthodologique, que juridique, financier. Et comme on s'adresse et comme les porteurs de projets sont en général des non-spécialistes, ils ont besoin de se former. Mais c'est aussi ce qui fait le dynamisme, parce que ce sont des projets qui sont compliqués, mais extrêmement formateurs et donc stimulants pour les gens qui apprennent beaucoup, qui sont fiers d'arriver à apporter des projets. Alors, la spécificité des projets citoyens aussi, c'est que c'est chaque fois des nouveaux projets. Et par rapport au marché de l'énergie, on est des Lilliputiens et on se retrouve confronté avec des règles qui sont portés pour des gros énergéticiens. Alors, autant avec les tarifs réglementés, ces porteurs de projets avaient une visibilité sur leur modèle financier, autant maintenant on vient de plus en plus dans des marchés avec, concurrentiels. Et donc, les bonifications qu'il y avait sur les énergies renouvelables sont plus complexes à obtenir. Et donc, comme c'est plus complexe à obtenir, les banques aussi sont plus frileuses. Et comme ce sont des petits projets, les banques sont beaucoup plus frileuses. Et la coopération, ça fait peur aux banques. Donc ça, c'est pas évident. Et de plus, les lois concernant ce type d'installation évoluent sans arrêt. Donc, sans arrêt, on est obligé de se réadapter pour pouvoir continuer à évoluer.
Ça n'empêche quand même qu'en France, actuellement, il y a des tas de porteurs de projets qui se lancent, que ce soit des citoyens, des collectivités, parce qu'elles se rendent compte aussi que maîtriser cet outil énergétique, ça leur donne des ressources à long terme et ça leur permet aussi d'avoir une autonomie par rapport aux subventions, aux taxes qu'elles peuvent percevoir. Là, elles ont des ressources propres et ça permet autour de ça de vraiment lancer une dynamique autour de la question énergétique, notamment sur la maîtrise de l'énergie, les économies d'énergie. Donc c'est difficile, mais ça reste enthousiasmant pour plein de gens. Ouais, nous notre notre structure c'est donc une association loi 1901, mais c'est aussi en fait on a un modèle économique hybride. Ça c'est quand même un projet, c'est une association de professionnels. C'est pas une initiative bénévole. On ne fait appel qu'à des artistes qu'on rémunère. Moi-même, je suis salariée de la structure. Voilà, c'est vraiment aussi un projet professionnel. Et du coup, c'est un modèle un peu hybride à inventer et un équilibre à trouver. J'avoue que ça, c'est un sacré frein que pour l'instant, voilà, on a des hauts, des bas. L'association a quand même 10 ans, donc vraiment. Et puis par rapport au projet. À l'accueil qui est fait du projet, parce qu'il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Il y avait un deuxième frein, c'était la compréhension de l'intérêt de notre démarche. Et ça, franchement, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et déjà, c'est assez réjouissant. C'est assez réjouissant. Moi, je passe plus mon temps, ce qui n'était pas le cas d'Anne-Dominique Gatté à l'époque, à défendre le fait que oui, la création artistique, ça peut avoir un impact réel sur la sensibilisation, sur le social. Voilà, tout ça, on n'a plus à le défendre et c'est vraiment réjouissant. Et de même que toutes les initiatives auxquelles on participe. Donc je ne désespère pas qu'on arrive à mieux caler notre modèle hybride entre l'asso qui peut être perçue parfois un peu incomprise dans un monde d'asso citoyennes bénévoles où on nous dit mais qu'est-ce que c'est que ça demander à être payé, c'est un peu voilà. Et de l'autre côté, le monde entrepreneurial où mine de rien on n'est quand même qu'une association, donc du coup on ne va pas s'adresser à nous tout à fait de la même manière. C'est à la fois un levier, c'est qu'on innove sur nos modèles. Donc on n'est pas forcément compris, ou le contexte réglementaire n'est pas forcément adapté. Exactement. Où les codes ne sont pas adaptés. C'est ça. Donc c'est aussi à nous d'être beaucoup dans l'innovation, mais de pouvoir trouver quand même une pérennité dans ce qu'on met en place, qu'on fait. Et de toute façon, on crée de l'emploi. Nous aussi, on joue avec des bénévoles qui portent, qui stimulent, mais ça crée de l'emploi. On crée des entreprises avec des emplois. Et donc, il y a cette relation entre celui qui est payé, celui qui n'est pas payé, celui qui dirige, et on est obligé de trouver des consensus et de fonctionner ensemble. Il y a beaucoup de complémentarité en réalité. Merci beaucoup à tous les trois pour être venus jusqu'à nous et on vous souhaite la plus belle continuation qui soit dans vos différentes alternatives.